8h19 sur Europe 1, en vidéo sur europe1.fr. Le ministre de l'Intérieur répond à vos questions. Jean-Pierre Elkabbach. À peine sorti de son QG, Brice Hortefeux, bonjour, merci d'être là. Bonjour. À l'aube, là, aujourd'hui, les forces de sécurité ont-elles débloqué des dépôts de carburant? Oui, elles en avaient débloqué 7 dans la nuit précédente. Et il y en a un supplémentaire qui a été débloqué cette nuit à 5 h du matin. C'est celui de Rouen, enfin ce qu'ils ont de Rubis très exactement, qui approvisionne une partie de cette région et d'ailleurs aussi une partie de l'Île-de-France. C'est-à-dire que chaque fois, vous libérerez les dépôts paralysés? Oui, la réalité, quelle est-elle? Il y a 219 dépôts dans notre pays, 96 sont considérés comme prioritaires et il y en a encore 14 qui sont en situation de grève. Donc la réalité est celle-là. Sur les 219, il y en a encore 14 qui sont en situation de grève. Et quand les grévistes résistent ou reviennent sur les lieux, est-ce que vous allez recommencer? C'est-à-dire ces allers-retours? Naturellement, une fois que nous avons pris la décision de les débloquer, c'est le rôle de l'État, c'est l'autorité de l'État. Eh bien, nous restons présents et nous assurons le déblocage de ces dépôts. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est parce que c'est là où se trouve l'essence. Les chefs d'entreprise, grandes, moyennes et petites, se plaignent aujourd'hui de difficultés d'approvisionnement. Est-ce que ce matin, vous pouvez les rassurer, Brice Hortefeux? Oui, j'ai entendu beaucoup de choses et de choses inexactes sur les capacités et surtout nos réserves. En réalité, nous avons plusieurs semaines de réserve d'essence dans nos dépôts. Mais ce qui le constitue... Plusieurs semaines, c'est-à-dire 2, 3, 4? Plusieurs semaines. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à échéance courte en termes d'essence. Le problème qui existe, et il est réel, c'est celui de la manière dont on assure la distribution auprès des stations-service, par exemple. Donc ça, il y en a beaucoup qui sont à sec. Alors, non, la situation est la suivante. Vous avez aujourd'hui, ce matin, 73-74% des stations-service qui sont totalement approvisionnées ou partiellement approvisionnées, c'est-à-dire en gros 3 sur 4, et vous en avez 25-26% qui sont effectivement bloqués. Donc 3 sur 4 sont approvisionnés. Simplement, ceux qui nous écoutent, évidemment, peuvent parfois percevoir au contraire des difficultés qui subsistent. Pourquoi? Tout simplement parce que la situation est très diverse selon les régions. Il y a eu des tensions dans l'Ouest, des tensions en Île-de-France. J'étais hier à Lyon, par exemple, il n'y a pas aujourd'hui de problème particulier dans cette région. Et deuxième réalité, c'est que dans l'Ouest, c'est en train de s'améliorer et donc il y a un point pour lequel nous devons être vigilants, c'est le point de l'Île-de-France. Mais, Monsieur le ministre de l'Intérieur, tous ceux qui ont envie de prendre la route pour les vacances de la Toussaint, est-ce que vous leur conseillez de rester chez eux ou est-ce qu'ils seront ravitaillés? Non, pour l'aller et le retour, naturellement. Ils seront ravitaillés. Je vous ai fait le point précis de la situation et je précise que la tendance est à l'amélioration. Je dis 3 stations-service sur 4 dans notre pays sont approvisionnées totalement ou partiellement. Un gros quart est effectivement bloqué et la situation, la tendance ce matin est à l'amélioration. Mais est-ce que la pénurie reste une menace sérieuse si ça continue? Non, je dis il y a des réserves d'essence dans les dépôts pour plusieurs semaines, mais je ne cache pas simultanément la difficulté de répartition et d'approvisionnement des stations. Et jusqu'où vous irez pour rétablir l'ordre? Là. Mais écoutez, non, c'est très simple. Et il y a dans notre pays 2 droits qui sont des droits constitutionnels. C'est le droit de faire grève et le droit de manifester. Ce sont des droits qui doivent être respectés. Mais naturellement, d'un côté, il ne faut pas que ceux qui veulent travailler en soient empêchés. Ça, c'est pour le droit de grève et le droit de manifester. Si le droit de manifester, cela ne signifie pas le droit de piller, de casser, de provoquer, d'agresser et de voler. Vous avez écouté les journaux d'Europe 1 ce matin. Vous savez qu'il y a un scandale à Marseille. D'abord, l'aéroport et la route de l'aéroport bloquée. Est-ce que vous débloquerez les aéroports? Oui, il y a déjà eu d'ailleurs hier dans plusieurs aéroports des situations analogues. Cela a été débloqué. Et à Marseille, ça le sera. Et à Marseille, ceux qui veulent se déplacer, ceux qui veulent pour des raisons professionnelles ou personnelles, naturellement, doivent pouvoir le faire. Encore une fois, le droit de grève, ce n'est pas empêcher ceux qui veulent travailler de s'y rendre. Quand je dis le scandale, c'est que les Marseillais eux-mêmes s'indignent de voir leur ville livrée aux ordures et aux rats. Le préfet Michel Sapin a fait appel hier 150 membres de la sécurité civile pour nettoyer certaines rues de Marseille à la place des éboueurs. Vous lui donnez raison et vous l'encouragez à continuer pour tout Marseille? Oui, ce n'est pas simplement la mobilisation de la sécurité civile. La mairie de Marseille aussi a mis des moyens importants. Naturellement, je soutiens totalement l'initiative du préfet Michel Sapin. Dans quelques jours, Brice Hortefeux, 5e anniversaire des émeutes de 2005. Est-ce qu'il y a un risque possible de contagion du mouvement actuel?
et de répétition de ce qui s'est passé en 2005. Oui, il y a des commémorations qu'on n'est pas forcément obligé de fêter, contrairement à ce que vous laissez entendre. Et la réalité, c'est qu'à ce stade, ça n'a strictement rien à voir. C'est Dominique de Villepin qui le rappelait aussi hier. Eh bien, c'est donc valable aussi pour lui. Et cela n'a strictement rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? D'abord, ce ne sont pas les mêmes causes. 2005, ça avait pour origine un incident important qui était survenu à Clichy-sous-Bois. Là, c'est à l'occasion d'un grand mouvement social. Deuxièmement, ce n'est absolument pas de la même ampleur. Le nombre de personnes concernées n'a rien à voir. Et troisièmement, surtout, ça ne se déroule absolument pas dans les mêmes lieux. En 2005, c'était précisément dans les banlieues, alors qu'aujourd'hui, ce qui se déroule, c'est plutôt dans les centres-villes. Mais vous ne craignez pas les banlieues. À ce stade, cela n'a rien à voir. Aujourd'hui, à Lyon, vous avez déclaré hier, la France n'appartient pas aux casseurs, aux pilleurs, aux caillasseurs. Est-ce que vous pouvez expliquer, Brice Hortefeux, cette phrase qui a été mal comprise? Ça veut dire que la France n'appartient pas à tous. Est-ce que ça veut dire que ceux qui cassent et caillassent ne sont pas des Français? Non, ce que j'ai dit, et je le confirme tout à fait, c'est que la France ne doit pas appartenir à des casseurs, à des voleurs et à ceux qui sont là pour piller. Cela appartient à ceux qui sont des honnêtes gens et qui aspirent tout simplement à vivre tranquillement. J'observe simplement que certains prennent des parcelles de notre territoire pour des champs de bataille. Et ça, c'est totalement inacceptable. Moi, j'ai une mission simple, d'ailleurs, qui a été parfaitement définie en son temps par ce grand républicain qui était Georges Clemenceau, qui avait dit « Le gouvernement a pour mission de faire que les honnêtes gens, que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne le soient pas. » Eh bien, c'est ma seule ambition et je n'ai aucun autre critère. Voilà, Hortefeux, Clemenceau. La plupart de ces casseurs vont à l'école, Monsieur Clemenceau. Les autres appartiennent-ils à des mafias secrètes? N'en faites pas trop tout de même, mais c'est vrai que j'ai pris une grande référence républicaine. À des mafias secrètes et organisées. Est-ce qu'il y a des gens derrière? Il y a quelqu'un ou quelque chose derrière eux? Non, j'en sais rien. En tout cas, ce que l'on a pu observer, c'est qu'effectivement, il y avait la volonté de casser, de provoquer, de piller. D'ailleurs, la police a été extrêmement maîtresse d'elle-même. Les forces de sécurité, policiers et gendarmes ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de sang-froid. Sur une seule journée d'hier, par exemple mercredi, nous avons interpellé 245 personnes, 195 ont été placées en garde à vue. Au total, depuis le 12 octobre, ça fait 1901 personnes, très exactement, qui ont été interpellées et 1412 qui ont été placées en garde à vue, dans le calme, en leur foi, avec un très grand professionnalisme. Et comme ce sont des mineurs, combien ont été relâchés? Mais il y en a un certain nombre qui sont présentés effectivement pour juge pour enfants. Est-ce que ces jeunes ne donnent pas raison au président de la République lui-même qui dénonçait à Grenoble l'échec de la politique de la ville et de l'intégration depuis 30 ans? Bon, d'abord, c'est un défi qui n'est pas un défi français, c'est un défi européen. Regardez, Mme Merkel, il y a 48 heures, la chancelière allemande s'est exprimée pour dire la même chose, que c'était un échec, c'était à Potsdam. La réalité, c'est que le défi de l'intégration est un défi majeur. Ça concerne naturellement l'habitat, l'éducation, l'apprentissage de la langue française, l'apprentissage des valeurs républicaines, l'égalité homme-femme qui est un des enjeux majeurs. En tout cas, c'est sûr que c'est un long combat et c'est même un enjeu collectif. Est-ce que vous voulez jouer le pourrissement? Le Nouvel Observateur titre « Le pouvoir joue la crise ». Bon, d'abord, on ne joue pas. Deuxièmement, le pourrissement, c'est long. La seule ambition, c'est très concrètement de faire passer une réforme qui est aussi indispensable que juste et efficace. Dernier mot, l'intersyndicale se réunit cet après-midi pour définir sa stratégie. À ce stade, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Est-ce que vous avez envie de dire au Parti socialiste? Non, tout simplement d'abord aux syndicats que le gouvernement respecte leur action, respecte les manifestants, et qu'il y a eu des tas d'évolutions, des tas d'améliorations qui ont été apportées au projet grâce à la discussion, grâce au dialogue, que ce soit la prise en compte de la pénibilité, la situation des mères de famille, les polypensionnés, les pères handicapés. Bref, il y a eu des tas d'améliorations, et je dis simplement une chose simple, c'est que par définition, le gouvernement a toujours la porte ouverte. Le prochain gouvernement, on voit bien qu'il devra faire du social, beaucoup de social et encore du social, comme disait Gainsbourg. Merci Brice Hortefeux, merci Jean-Pierre, bonne journée. À suivre.